C'est en direct. Et nous sommes en direct sur Facebook. Vous avez peut-être eu la petite notification aussi à Pauline Convain, à Emmanuel Derieux qui sont avec nous ce matin. Bonjour à toutes et tous ceux qui nous suivent ce matin à 11 h en ce samedi, deuxième journée des Journées européennes de la presse. On commence ce matin avec un débat sur le droit des médias et je vais tout de suite laisser Apolline Convain, journaliste à l'École de sciences politiques de Lille, présenter notre intervenant du jour et le sujet du jour. Moi, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions en direct. Je les ferai remonter à Apolline. Voilà, bonne conférence à vous. Merci Jérôme. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séquence sur le droit des médias à l'échelle européenne et des dangers auxquels il peut faire face aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Derieux, qui est professeur de droit à Paris. Monsieur Derieux, je crois que vous aviez préparé une petite présentation du sujet, donc je vous laisse introduire notre thématique. Merci à vous et merci de m'accueillir dans cette réflexion commune. Je souhaite que ce soit en effet une réflexion et que donc il puisse y avoir des échanges, même si les techniques à la fois nous permettent et limitent cette possibilité d'échange. Alors, si je veux tenter de poser un cadre général qui permette ensuite d'aborder tel ou tel aspect qui retiendrait davantage votre attention, et peut-être partant de l'intitulé même de cette rencontre, qui fait au moins référence donc à ce que sont les médias et leurs droits. Il faut considérer donc l'ensemble des moyens de communication publique. C'est cette notion-là que je retiens comme élément d'identification de cet objet média. Ça va de la presse écrite et tout autre support imprimé, à la radio, la télévision, et bien évidemment aujourd'hui à l'usage public de l'Internet. Donc ça, c'est la définition de cet objet, média ou communication. Cet objet ou ce mode de diffusion de la pensée, des opinions, des points de vue, ignore aujourd'hui les frontières des États, dans des conditions telles qu'un droit national n'est plus adapté à cette réalité d'une technique, une réalité technique, une réalité économique, et que prétendre régir ces activités par un droit national exclusivement national, c'est se bercer d'illusions. Et ça n'a aucune portée. Vous avez un message qui vient du Japon, qui est mis en ligne par un Mexicain qui habite lui-même aux États-Unis et qui est reçu sur le territoire français. Donc on comprend bien qu'un droit national est aujourd'hui inadapté à l'évolution des techniques. C'était déjà une réalité antérieure, quelque importation, exportation de journaux ou de livres, la réception de programmes de radio, de télévision, le satellite. Donc, mais cette réalité est accrue aujourd'hui par cette évolution qui n'est pas toujours un progrès, mais cette évolution des techniques. L'intervention d'un droit européen, au-delà donc des droits nationaux, présente cet avantage à l'échelle européenne par rapport à l'ambition que l'on pourrait avoir de régir ces activités à l'échelle mondiale. On voit bien qu'à l'échelle mondiale, compte tenu de la diversité des niveaux de développement économique, de la diversité des régimes politiques, on a pour le moment peu de chances d'arriver à un droit international des médias qui répondrait à cette réalité de l'internationalisation des médias ou de la communication. Ce qui ne peut pas être fait en l'état actuel à l'échelle universelle peut être fait dans le cadre régional et pour ce qui nous concerne donc dans le cadre de l'Europe. Justement, vous parlez de ce droit européen, donc vous rentrez directement dans le vif du sujet. Vous dites que la presse aujourd'hui, que le journalisme dépasse les frontières étatiques. Oui. Qu'en est-il de ce droit à l'échelle européenne? Quelles sont les dispositions qui existent dans les traités de l'Union européenne? On peut penser à la Charte de Munich, à la Déclaration européenne des droits de l'homme et de son article 10. Je pense que tout ça mérite un petit peu de précision. Alors, il faut en effet considérer que l'Europe, ce sont deux structures ou deux cadres distincts. L'Europe des 27, qui à l'origine était une Europe essentiellement, sinon exclusivement économique. L'Union européenne aujourd'hui reste principalement une Europe économique
mais inclut quelques autres préoccupations, y compris des préoccupations culturelles, et les médias sont une réalité économique, dans des conditions telles que les principes dans le cadre de l'Union européenne de libre circulation des produits, des services, de liberté d'investissement vont avoir une incidence sur l'activité médiatique. Dans le cadre, et on pourra évoquer certains aspects et les modes d'intervention de ce droit de l'Union européenne dans le traité constitutif lui-même, dans des textes constitutifs de ce droit dérivé que sont les directives et les règlements, une directive sur la télévision sans frontières à l'origine en 1989, devenue aujourd'hui une directive sur les médias audiovisuels, services de médias audiovisuels, des directives sur la publicité, nombre de directives sur le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur, qui vont à la fois tenter de mettre en œuvre ce principe de liberté, de liberté d'entreprise, de libre circulation, mais se préoccupant cependant, si on met en contradiction, ce qui n'est pas une contradiction, ce principe de liberté d'initiative et le respect des droits des auteurs, par exemple, ou la question de la protection des données à caractère personnel, ce fameux règlement général sur la protection des données. Donc on voit que dans le cadre de cette union économique, ou essentiellement économique, et l'Union européenne, un certain nombre d'interventions sont faites, et du fait du traité d'origine et des textes complémentaires droits dérivés, et une abondante jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur ces questions des droits intellectuels et de droits de protection des données, par exemple. Et puis l'autre structure européenne, l'Europe des 47, l'Europe du Conseil de l'Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 10 que vous évoquiez consacre ce principe de liberté de communication, mais dans son paragraphe premier de cet article 10, mais dans son paragraphe 2, envisage toute une série de motifs pour lesquels cette liberté peut ou doit être encadrée pour qu'il ne soit pas abusivement porté atteinte à des droits et des libertés apparemment concurrents, et l'interprétation de cette convention faite par la Cour européenne des droits de l'homme. J'évoquais la Cour de justice à Luxembourg, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Nous avons une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces textes de droits européens et l'interprétation qu'en font ces deux juridictions, c'est une des caractéristiques du droit européen par rapport au droit international de type universel. À l'échelle universelle, il n'y a pas de véritable juridiction qui puisse condamner les États pour des manquements à leur engagement, sauf certaines initiatives peut-être prises par les États eux-mêmes. Une des caractéristiques de ce droit européen, c'est l'existence de ces deux juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, et la possibilité que tout un chacun peut saisir ces juridictions, peut-être pas toujours directement, mais dans le cadre de l'Union européenne, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des questions préjudicielles. Lorsque devant une juridiction nationale est posé un problème d'interprétation du droit européen ou d'adaptation de ce droit national par rapport au droit européen, la juridiction nationale va saisir la Cour de justice de l'Union européenne de ce qu'on appelle des questions préjudicielles, qui permettent à la Cour de justice de faire comprendre la signification ou la portée que telle ou telle disposition du traité ou de tel ou tel règlement ou telle directive doit avoir, ou l'interprétation de l'application que les juges nationaux devront en faire. Ce mécanisme-là est fréquemment utilisé et aboutit à donc cette harmonisation, sinon uniformisation des droits nationaux par le droit européen, du fait même de ces textes posant les principes et de l'interprétation ou l'application qu'en fait la Cour de justice. Et dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par tous justiciables. Lorsque l'on n'a pas obtenu une décision de justice qui vous donne pleinement satisfaction, lorsque l'on a épuisé les voies de recours internes, l'affaire peut encore être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris rendue à l'encontre de la France, dès lors qu'elle a admis un peu tardivement cette compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui oblige les juges nationaux en tout cas, sinon le législateur national, à respecter
les principes posés par cet article 10 de la Convention et les autres articles de la même Convention et l'interprétation qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette harmonisation des droits nationaux découle de la présence dans la hiérarchie des normes. On va considérer que les textes de droit international et de droit européen sont au-dessus des droits nationaux, que cela s'impose aux autorités nationales, législateurs et juges nationaux, dans des conditions telles que les violations apparentes ou les manquements des droits nationaux par rapport aux droits européens seraient ainsi dénoncés ou sanctionnés, amenant les autorités nationales à se mettre en conformité. Et s'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre donc du Conseil de l'Europe des 47, outre cette possibilité que les justiciables ont au bout du parcours de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il est très fréquent aujourd'hui que dans le cadre d'un litige devant le juge national lui-même, soit posée la question de la conformité ou non-conformité d'une disposition législative ou d'une interprétation que les juges pourraient en faire à cet article 10. Avant même d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est devant même les juges nationaux que cette question de la conformité aux droits européens est posée. Donc cette harmonisation des droits nationaux par rapport à ces principes européens contribue aussi à une élévation de la qualité même de ce principe de liberté, mais d'une liberté qui ne peut pas signifier liberté de dire, faire tout et n'importe quoi. C'est une liberté qui est juridiquement encadrée et qui doit se concilier avec d'autres droits et libertés, la protection de la vie privée, la lutte contre les discriminations et les propos racistes. Alors, dans notre droit français national, nous avons cette image de la justice représentée par une balance. Sur un des plateaux de la balance pèse la liberté d'expression et sur l'autre plateau l'indépendance de la justice ou le respect de l'honneur ou de la considération. Dans le cadre de l'Europe, alors danger ou au contraire garantie de cette liberté d'expression, et au nom même de la liberté d'expression, chacun peut apprécier différemment, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme apparaît très largement favorable au principe de liberté d'expression, dont elle fait une valeur fondamentale, condition et garantie des autres droits et libertés, considérant que les autres droits et libertés ne sont que des exceptions à cette liberté. La Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence répétitive, nous dit qu'elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, mais considérées aussi comme de nature à troubler les uns ou les autres. Donc elle admet très largement cette liberté et elle contribue à conforter cette liberté d'expression et de communication. Donc c'est ce double cadre européen d'un droit essentiellement économique, mais non exclusivement économique de l'Union européenne et de cadre davantage orienté vers les libertés, la conception liberté économique, libéralisme économique, mais qui n'assure pas toujours la liberté d'expression d'un côté, et dans le cadre du Conseil de l'Europe, donc c'est plutôt cette conception traditionnelle de la liberté d'expression, mais qui a bien évidemment aussi des conséquences économiques. Donc ce double aspect apparaît dans la jurisprudence ou dans les deux interventions des deux structures européennes. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Trop longue peut-être, mais... C'est parfait. Merci. Vous avez beaucoup insisté sur l'abondance dans la jurisprudence européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, Oui. justement de ce droit des médias et de son effet d'uniformité en fait des droits nationaux. Je ne sais pas si c'est d'uniformisation, de rapprochement. De rapprochement. Et on voit pourtant aujourd'hui qu'il y a des dérives à l'échelle de l'Union européenne dans certains pays tels que la Hongrie. Le média Reporters sans frontières a publié son classement national des pays en termes de liberté de la presse et la Hongrie vient se placer à la 89e place. Donc on voit dans l'Union européenne qu'il y a donc des dérives en termes de liberté de la presse que ce droit des médias, justement, qui est pourtant au-dessus du droit national dans la hiérarchie des normes, qui justement, en fait, ce droit est aujourd'hui menacé par certaines dérives dans certains pays. Donc, quelles sont ces dérives et comment ces menaces peuvent aujourd'hui remettre en cause la liberté de la presse dans l'Union européenne, malgré l'abondance, en fait, de la jurisprudence?
Oui, alors j'indiquais que ce qui pouvait être fait dans le cadre de l'Europe, Union européenne d'une part et Conseil de l'Europe, entre des pays de même niveau de développement économique, de même régime politique, où il n'y a pas cette disparité quand même qu'il peut y avoir à l'échelle universelle, entre ce que l'on pourrait constater des États-Unis, de la Corée ou de la Chine. Pour être admis dans les institutions européennes, qu'il s'agit du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, les États s'engagent à respecter les textes fondamentaux de ces deux structures, de ces deux institutions. Donc, il y a globalement, avec des différences marquées et dénoncées, et justement dénoncées, entre l'ensemble des pays membres de ces deux structures, il y a un certain nombre de principes communs. Et ce sont ces institutions elles-mêmes qui vont aussi contribuer, l'apport de la jurisprudence de la Cour de justice ou de la Cour européenne des droits de l'homme que je mentionnais. Toute pratique constatée de violation de ces droits et libertés dans la dimension économique, libéralisme économique, qui peut être une condition, une garantie de la liberté d'expression, mais qui ne garantit pas cette liberté, et des atteintes à la liberté du fait de condamnations jugées excessives ou de contraintes posées sur une radio ou une télévision, tous ces éléments-là, par ces mécanismes juridiques que nous mentionnions tout à l'heure, peuvent être portés à la connaissance de ces juridictions européennes qui peuvent être amenées à dénoncer publiquement, sinon véritablement sanctionner. Les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent aux États qui sont supposés, lorsque une disposition législative ou une pratique judiciaire nationale est en contradiction avec ces principes fondamentaux, les États sont supposés mettre leur législation, ou en tout cas leur pratique judiciaire, en conformité avec ces principes. Alors, vous évoquiez la situation de la Hongrie qui est dénoncée, et donc par une organisation telle que Reporters sans frontières, ou dont le classement dans la liste des États n'est pas très positif. La France n'est pas toujours très bien placée non plus par Reporters sans frontières dans la liste des États, et on pourrait largement débattre sur les critères de classement ou classification. Mais bon, c'est peut-être matière à réflexion, mais comme il n'y a pas d'interlocuteur de Reporters sans frontières, on ne va pas les accuser ici. Donc, l'appartenance à une structure européenne oblige chacun des États, qui conserve cependant une part de souveraineté nationale. Justement, vous abordez un point qui est assez intéressant. Quand on voit les dérives en Hongrie qui sont quand même très claires, selon certaines études, il y a quasiment entre 85 et 90% des médias qui sont sous contrôle gouvernemental. Est-ce que cette dérive et ce musellement en fait, des médias n'illustrent pas un primat du droit national sur le droit européen et du coup une certaine faiblesse en fait, du droit européen montrée par la facilité qu'ont les pays d'aller à son encontre? Le principe fondamental reste celui de la souveraineté des États. C'est le principe de base. Ensuite, dès lors qu'un État accepte de s'introduire ou de s'intégrer ou d'appartenir à une structure supranationale, en l'espèce européenne, ça implique de sa part un engagement par rapport au texte fondateur de ces deux structures européennes et une obligation de mettre son droit en conformité avec les principes énoncés, avec ce que nous indiquions tout à l'heure, ces mécanismes juridiques, juridictionnels, permettant, par l'intermédiaire des juridictions nationales ou personnellement par chacun des citoyens, de dénoncer ou de porter devant ces juridictions européennes ces manquements. Donc, avec la lenteur des affaires portées devant ces juridictions, la Cour européenne des droits de l'homme a parfois sanctionné la France pour des délais excessifs dans le jugement d'affaires. Il se trouvait que la jurisprudence, la décision même de la Cour européenne avait été rendue dans un délai plus long que les décisions qu'elle dénonçait des juridictions nationales. Donc, tout ne peut pas se faire en un temps immédiat. Le temps de la justice n'est pas celui des médias. On entend souvent cette formule-là. Donc, le fait d'appartenir à ces structures européennes, à défaut d'obtenir un résultat rapide et immédiat et une conformité totale, à défaut d'uniformisation qui n'est peut-être pas souhaitable, au nom même du pluralisme, on admet quand même cette diversité, ça limite au moins les manquements.
ça ne garantit pas que toutes les dispositions et toutes les pratiques nationales soient pleinement conformes à notre conception de, pour prendre l'exemple français, nous avons une histoire et une tradition plus longue de démocratie, de pluralisme, de conception d'une démocratie occidentale que certains pays plus tardivement ou plus récemment entrer dans des structures de nos institutions européennes. Alors, on aimerait évidemment que cela soit immédiat. Il faut peut-être accepter que ça prenne un tout petit peu plus de temps, hein, sans justifier ou valider aucune des atteintes portées à la liberté d'expression. Mais ce n'est pas moi qui dois en être le juge. On peut en débattre, ça relève du débat politique, mais il y a des structures, ces deux juridictions. C'est là cette originalité essentielle du droit européen. Il y a ces deux juridictions qui peuvent être saisies de ces affaires et qui, avec le délai nécessaire, pourront éventuellement dénoncer ou sanctionner les États reconnus coupables de violation de leurs propres engagements. C'est bien, vous avez déjà beaucoup parlé de notre troisième thème, donc, qui porte sur tous les outils que peut utiliser l'Union européenne pour défendre justement son droit. Je voudrais juste retourner sur le fait que une certaine adaptation en fait est nécessaire pour les pays qui rentrent dans l'Union européenne et que du coup il y a un certain délai entre guillemets pour ces pays qui doivent à terme respecter le droit des médias à l'échelle de l'Union européenne. Mais est-ce que du coup on peut dire aujourd'hui qu'un pays comme la Hongrie se trouve dans cette période de transition où pensez-vous en fait que aujourd'hui elle s'oppose fondamentalement aux droits des médias européens? Pour pouvoir être admis, il faut déjà, dans son propre droit national, se conformer aux principes fondamentaux de ces deux structures ou institutions européennes. L'article 9 de la loi fondamentale de la Hongrie, justement, supporte cette idée de pluralisme, mais aujourd'hui, La réalité pratique n'est pas celle-là. est-ce qu'on n'a pas un pluralisme de façade et du coup qui s'oppose en fait fondamentalement à la charte unique qui insiste entre la différence entre le journalisme et la propagande. Aujourd'hui, est-ce qu'en Hongrie, on n'a pas plus un ensemble d'outils de propagande au service de l'État plutôt que des organes de presse au service d'un système démocratique? Les principes fondamentaux d'un système démocratique, comme vous l'évoquez, dans notre conception européenne, occidentale, de ses droits et libertés, ça comporte en effet cette idée de liberté, indépendance et pluralisme des médias, ce qui est un des éléments de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc pluralisme, indépendance et liberté, de notions plus concrètes de cette conception plus théorique ou abstraite de la liberté que l'on avait précédemment. Dès lors que ces États ont été admis dans ces deux structures, on a vérifié que dans leur propre droit national, dans la formulation des textes, théoriquement au moins, ils n'étaient pas en contradiction avec ces principes. Et après, c'est dans les réalités concrètes ou à l'occasion de situations particulières que cela pourrait être vérifié. Si vous évoquez un des pays qui est membre du Conseil de l'Europe à la différence et de l'Union européenne, à la différence d'autres pays, je pense à la Turquie, par exemple, qui est membre du Conseil de l'Europe, mais pas de l'Union européenne, que l'on n'a pas admis dans le cadre de ces structures parce que son propre droit national n'apparaît pas comme en conformité avec ces principes-là. Donc, le simple fait d'appartenir à ces institutions ne garantit pas je ne sais pas si je suis encore en ligne, mais si quelqu'un peut me dire si je suis, parce que moi je ne vois plus mon interlocutrice. Est-ce que nous sommes encore en connexion? Bonjour, alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, moi je suis l'homme de l'ombre qu'on ne voit pas, Oui, mais effectivement, manifestement, je vois qu'Apolline n'est plus ici. Mais nous, on vous entend toujours, vous êtes toujours en ligne, et vous pouvez continuer à échanger, il n'y a pas de souci sur cette question. Je vais essayer de retrouver Apolline, avec qui merci. on a perdu la connexion. Merci bien. Donc, votre animatrice met l'accent particulier sur la situation hongroise, dont je dois
Moi, je crois qu'elle est revenue. Merci à vous. Je crois qu'elle est à nouveau en connexion. Donc, je ne connais pas beaucoup plus que ce que les médias eux-mêmes nous font savoir des difficultés rencontrées par les médias ou les journalistes dans ce pays-là, et de certaines pratiques qui sont à l'évidence pas toujours cohérentes ou conformes par rapport aux principes énoncés. Peut-être vaut-il mieux que ce pays appartienne déjà à ces structures européennes, parce que progressivement, on peut espérer que, du fait des mécanismes juridiques mis en œuvre dans ces structures, on l'amènera à mettre son droit national en conformité, plutôt que de le savoir étranger à ces structures-là, parce que nous n'aurions alors aucun véritable moyen d'intervention, sinon de pression ou d'influence. Hein. Mais c'est peut-être ma naïveté qui me fait dire ces choses-là. Oui, il faut espérer. Voilà, vous êtes pleinement revenu dans le cadre. Oui, ça y est, je suis de retour. Merci. Merci pour cette réponse. Avant de justement parler plus en profondeur Oui, des outils dont dispose l'Union européenne, donc vous parliez de la saisie des jurisprudences européennes pour défendre le droit des médias, on a une petite question d'un de nos internautes. essayons de lui répondre, si nous pouvons. Donc, elle vient de Théo, qui demande « Reporters sans frontières milite pour la création d'un poste de commissaire européen à la liberté de la presse afin d'avoir un interlocuteur bien défini. Que pensez-vous de cette proposition ?» C'est la première fois que j'entends évoquer cette possibilité. Est-ce qu'il faut scinder le monde des médias de toute autre dimension? Il y a des commissaires sur l'économie, des commissaires sur l'environnement. Est-ce qu'il faut avoir un commissaire spécifique si ça doit améliorer le traitement de ces questions-là? C'est la première fois que j'entends évoquer cette proposition. Donc, avant de me prononcer ou de savoir exactement ce que ce commissaire, dans l'esprit de Reporters sans frontières, ferait, quelles seraient ses compétences sur ses collègues ou sur l'élaboration des textes, peut-être, mais je ne veux pas me prononcer avant d'avoir davantage d'éléments d'information sur ce que ce projet pourrait comporter, ce que seraient ses compétences et ses domaines d'intervention. Tout ce qui peut contribuer à renforcer le pluralisme des idées, le débat démocratique, la liberté d'information. Est-ce qu'il faut isoler, aussi importante que soit la liberté d'expression, est-ce qu'il faut l'isoler d'autres droits et libertés, dès lors que, là encore, cette liberté, elle doit se concilier avec des droits et libertés différentes. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre les discriminations, les problèmes de santé, l'environnement, tout est partiellement lié, comme tout doit aussi être parfois identifié dans sa spécificité. Donc, merci de cette information, de cette suggestion sur laquelle je n'ai pas de réflexion menée préalablement, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On entendra peut-être un peu plus parler. Il faut admettre parfois de dire qu'on ne sait pas. C'est une grande qualité. Et ben on va enchaîner sur un sujet sur lequel vous avez beaucoup plus de connaissances, du coup, donc qui est celui des possibilités pour l'Union européenne de faire valoir, de défendre ce droit. Vous parliez donc de la saisie des jurisprudences. Est-ce qu'il y a d'autres outils à l'échelle de l'Union européenne pour justement défendre son droit quand certaines dérives émergent dans ces pays membres? Alors, vous parlez beaucoup de l'Union européenne, Oui. Qui, dans le domaine du droit des médias, a aussi des compétences. J'évoquais tout à l'heure la directive, à l'origine, directive Télévision sans frontières, aujourd'hui directive Services de médias audiovisuels, qui intervient dans le domaine de directives sur la publicité, le règlement, le dit règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui intervient dans le domaine des droits intellectuels, propriété littéraire artistique. Donc, dans ce domaine-là, dans cette dimension économique importante de l'activité médiatique, l'Union européenne est amenée à jouer un rôle.
non négligeable, et une jurisprudence abondante de la Cour de justice sur ces points, en tout cas, et notamment sur les questions de droit intellectuel ou de protection des données, contribue à conforter ces droits et assurer cette harmonisation des droits nationaux. Sur la conception plus classique ou traditionnelle de la liberté d'expression, c'est bien davantage la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui doit être mentionnée. Et donc, dans ce mécanisme que je mentionnais tout à l'heure, soit parce qu'on invoque déjà directement devant les juridictions nationales, j'évoquais les juridictions françaises, mais ça peut être fait dans toute juridiction de chacun des pays, soit on invoque directement les principes dénoncés par la Convention européenne, soit parce que à l'issue du parcours national, l'affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui aboutit donc à cette abondante jurisprudence qui fait, je le disais tout à l'heure, me semble-t-il, largement prévaloir la liberté dont elle nous dit qu'elle doit prévaloir sur la liberté d'expression dont elle nous dit qu'elle doit prévaloir sur les autres droits et libertés, considérant que les autres droits et libertés ne sont que des exceptions. Alors que ce que je disais, c'est cette différence. Vous voyez, même en notre tradition française, vous évoquez la situation hongroise, mais même notre tradition française n'est pas tout à fait dans la conception ou la tradition, peut-être davantage influencée par la tradition juridique anglo-saxonne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne cherche pas véritablement cet équilibre entre des droits opposés, mais qui dit qu'il y a une liberté fondamentale, la liberté d'expression, assortie d'exceptions, qui en tant que telles doivent être d'interprétation stricte. Nous, notre tradition, et c'est pour ça que la France a aussi été condamnée à diverses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que telle ou telle disposition ne lui paraissait pas cohérente, ou interprétation en tout cas, ne lui paraissait pas cohérente par rapport à la conception que le juge européen, en l'espèce donc la Cour européenne des droits de l'homme, se fait de cette liberté. Mais ces mécanismes-là sont tout à fait essentiels, et c'est en cela que le droit européen est très différent du droit international du type universel. Je crois qu'au-delà des textes fondamentaux, ce qui est un apport à mes yeux essentiel du droit européen dans le domaine du droit des médias comme dans d'autres droits de droit européen, c'est l'existence de ces deux juridictions. Il n'y a pas de droit véritable s'il n'y a pas de contrôle et de sanction du non-respect des règles de droit. À l'échelle universelle, il y a quelques traités internationaux, y compris dans le domaine des médias, qui posent le principe de liberté d'expression ou qui posent le principe du droit de respect des droits des auteurs, mais il n'y a pas de véritable mécanisme juridique ou juridictionnel qui permette d'obtenir le contrôle et la sanction du non-respect. Le droit européen, dans ces deux structures-là, comporte ces deux juridictions qui font du droit européen un droit très différent du droit international, du droit classique. On est intermédiaire entre le droit national, dans les conditions d'élaboration et de contrôle du respect des règles, et le droit international de type universel, qui certes énonce quelques principes fondamentaux, mais qui ne comporte pas de véritable mécanisme de contrôle et de dénonciation juridique ou juridictionnelle en tout cas. Il peut y avoir une dénonciation devant l'opinion, par une dénonciation médiatique, dans des négociations diplomatiques, mais qui ne comporte pas cette garantie. C'est, me semble-t-il, un des éléments essentiels du droit européen, c'est que c'est un droit qui comporte des mécanismes juridictionnels de contrôle, de dénonciation, de sanction du non-respect des engagements européens souscrits. D'accord. Je pense que peu d'internautes avaient pu entendre parler de ces mécanismes juridictionnels. On entend beaucoup parler des mécanismes politiques, de l'article 7 qui a été enclenché contre la Hongrie et qui a finalement peu d'efficacité politique. On l'a vu depuis 2 ans. La situation est toujours la même et est au même niveau. Je pense que vous venez du coup de répondre à une question de Mégane qui Oui. demande quelles sont les sanctions. Donc, vous venez de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, vous venez d'évoquer les juridictions, peut-être qu'il y en a d'autres, et surtout, ces moyens d'action sont-ils vraiment efficaces? Alors, des sanctions qui ne prennent pas forcément la peine, la caractéristique d'une condamnation pécuniaire, ou encore moins, on ne va pas mettre un État en prison parce qu'il n'a pas respecté une disposition législative, mais ça oblige les États
à mettre leurs dispositions législatives en conformité avec les principes énoncés, ou en tout cas que l'interprétation ou l'application qu'en font les juges nationaux respecte les principes tels qu'ils sont dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cas de la Cour européenne des droits de l'homme, ou la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans ce mécanisme que l'on appelle donc ces questions préjudicielles. Le juge national, ayant un doute, une hésitation, en tout cas elle l'est portée devant lui sur l'interprétation donnée de telle ou telle disposition du traité lui-même ou d'une directive ou d'un règlement, par ce mécanisme de question préjudicielle, la Cour de justice va dire quelle application, quelle interprétation il faut faire de cette disposition, et cela va contribuer sinon à une uniformisation, en tout cas à une harmonisation des droits nationaux, et dans un sens de l'élévation du niveau de protection. Donc, question préjudicielle sur telle ou telle disposition complexe d'une directive sur le droit d'auteur va contribuer. Et la Cour de justice peut aussi être amenée à se prononcer sur des décisions rendues par la Commission. Lorsque la Commission, par exemple, avait pris position considérant que l'exportation des données personnelles vers les États-Unis pouvait être faite parce que les engagements souscrits par les États-Unis lui paraissaient suffisamment respectueux des droits des données personnelles, par deux reprises, et dans une décision récente de la Cour de justice, et il a à nouveau été posé que non, le droit américain ne paraît pas à la Cour de justice assurer une protection suffisante de ces droits et les libertés concernant les données à caractère personnel, dans des conditions telles que l'accord signé ou l'engagement souscrit par l'Europe à l'égard des États-Unis ne peut être maintenu. On a un arrêt récent encore du 6 octobre 2020 de la Cour de justice considérant que ça n'assure pas une protection suffisante, des conditions telles qu'il va falloir à nouveau négocier, alors qu'il y avait déjà eu une première décision rendue en la matière. Il va falloir renégocier avec les États-Unis des garanties sans lesquelles ces réseaux de dimension internationale collectent sur nous des données personnelles et les transfèrent aux États-Unis dans des conditions qui n'assurent pas ce niveau de protection des données personnelles que le droit européen assure. Donc, tant à l'égard des États qu'à l'égard de la structure européenne ou des institutions européennes elles-mêmes, ce mécanisme juridictionnel contribue au renforcement des droits et des libertés. Donc un système très efficace. C'est parfait, vous venez d'évoquer quelques exemples. Je voulais justement vous demander d'évoquer des exemples concrets donc, de l'effet de ce droit médiatique donc, sur l'harmonisation, sur le rapprochement des droits nationaux. Par exemple, quelque chose qui s'est passé en France, parce que toutes ces notions sont quand même assez complexes. Peut-être pour les rendre plus concrètes pour nos internautes, si vous avez des exemples. Alors, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on a des illustrations sur diverses dimensions, certains aspects de notre droit national dont la Cour européenne des droits de l'homme a pu être saisie. Dans une condamnation prononcée à l'encontre de la France, considérant que telle ou telle disposition de notre droit national ou l'interprétation que les juges en faisaient, a une jurisprudence relativement abondante de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense par exemple à la façon dont la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur des mesures d'interdiction de publication, et y compris de décisions de justice. Il peut y avoir des interdictions de type administratif et puis des interdictions de type judiciaire. Alors, qui me revient là immédiatement à l'esprit, pour prendre un exemple, c'est l'interdiction que les juges français avaient prononcée à l'encontre du livre publié par le médecin François Mitterrand, au moment du décès de François Mitterrand. Son médecin, dans les jours qui ont suivi, sortait un livre qui relatait ce qu'a, depuis le début du mandat de François Mitterrand, avait donc été la maladie. Et les juges français, dans une procédure d'urgence, avaient ordonné la suspension de la diffusion de ce livre. L'affaire a été portée devant les juridictions françaises à tous les degrés, et puis
porté finalement devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que dans les jours qui suivaient le décès de François Mitterrand, l'interdiction de ce livre pouvait être justifiée par le souci de protéger la vie privée du malade, de protéger le secret médical. Vous voyez, il y a comment cette liberté d'expression doit se concilier avec d'autres droits, droit au respect de la vie privée, droit au secret médical, droit au respect du deuil de la famille, dans des conditions telles que la Cour européenne des droits de l'homme a dit que dans les jours qui suivaient le décès de François Mitterrand, l'interdiction de ce livre pouvait être justifiée par ces motifs de protection de la vie privée, de protection de la dignité, de protection du secret médical, mais que maintenir plusieurs années après l'interdiction de ce livre, ça n'était plus justifié. Alors, le temps que les juges français aient statué, le temps que le Cour européenne des droits de l'homme ait été saisi, la décision rendue n'a plus beaucoup d'intérêt ou d'utilité, puisque c'est plusieurs années après que la Cour européenne des droits de l'homme statue. Donc on peut avoir le sentiment que sur le cas particulier de ce livre, ça n'était pas d'une grande utilité, sauf que désormais les juges français savent les conditions dans lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme appréciera ou non la possibilité pour un juge national de prendre une mesure d'interdiction d'un livre dans des conditions telles que les juges, prenant en considération cette appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme, n'agiront peut-être pas comme ils l'auraient fait. Donc, dans le domaine de ces abus de la liberté d'expression ou d'abus de contrôle, voilà une intervention de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'apparaît pas immédiatement utile ou efficace, mais qui constitue cependant une culture juridique peut-être nouvelle pour les juges nationaux, prenant en considération ces décisions. On a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme donc sur certains abus constatés par les juges condamnant pour propos racistes ou discriminatoires, pour des propos diffamatoires, ce que le juge français apprécie comme étant constitué d'une diffamation, d'une atteinte à l'honneur et à la considération justifiant une condamnation, la Cour européenne des droits de l'homme, faisant davantage prévaloir la liberté d'expression, va considérer en sens contraire ou en sens inverse ou en sens différent que non, la liberté d'expression doit prévaloir. Sur la question de la protection des sources d'information des journalistes, considérée comme une garantie de la liberté d'expression, dans quelle mesure les juges nationaux peuvent ordonner des perquisitions, des saisies de documents, des mises sur écoute de journalistes, ou est-ce que cela constitue une atteinte à la liberté d'expression? C'est l'évolution de l'âge d'observance ou l'adoption d'une décision et de plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme qui ont contribué à consacrer à l'échelle européenne ce droit fondamental à la protection des sources d'information des journalistes, avec cependant quelques conditions mises par la Cour européenne des droits de l'homme qui n'aboutit pas forcément à une reconnaissance totale, contrairement à ce que certains voudraient, de ce droit au secret des sources d'information des journalistes. Le premier arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre du Royaume-Uni, mais il y a eu au moins 2, sinon 3 décisions rendues à l'encontre de la France aussi, posant que cette protection des sources est une condition essentielle de la liberté d'information. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit même que c'est la protection des sources est la pierre angulaire de la liberté d'expression. Le premier arrêt, c'est un arrêt Goodwin contre le Royaume-Uni, 27 mars 1996. Mais à l'encontre de la France, du fait de perquisitions, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné aussi la France parce qu'on avait procédé à des perquisitions au sein d'un journal dans des conditions telles que désormais la justice ou la police française seront amenées à prendre en considération le fait que si on renouvelait de tels actes dans un contexte qui ne l'aurait pas justifié, parce que ça n'est jamais un droit absolu, il peut y avoir des raisons pour lesquelles la lutte contre le terrorisme peut justifier qu'on procède à des mesures de perquisition ou qu'on relève les fadettes, les factures détaillées des journalistes. Donc, mais l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme contribue à élever le niveau de protection ou de garantie de la liberté d'expression. Et on a comme ça une chose. Une abondance d'exemples qui montrent justement le caractère concret de ces jurisprudences qui permettent de défendre le droit des médias en Europe. On a une autre question, oui. la dernière
question, parce que le temps passe vite, d'un de nos internautes qui est: le continent européen et l'Union européenne en particulier sont les endroits où la liberté de la presse sont les mieux protégées. Euh, on est égard notamment au classement de RCF, Reporters Oui. sans frontières. Pensez-vous que l'Union européenne dispose d'une influence afin de créer ou de renforcer un droit international des médias permettant de mieux protéger cette liberté de la presse? Alors, la compétence des deux structures européennes, décidément, vous aimez beaucoup l'Union européenne, moi, le Conseil de l'Europe. Incontestablement, ces structures européennes, mais qui n'ont de compétences qu'à l'égard des États membres, les 27 de l'Union européenne et les 47 du Conseil de l'Europe. Mais et contribution du droit européen au renforcement des droits et des libertés. J'évoquais tout à l'heure une décision tout à fait récente de la Cour de justice de l'Union, cette fois-ci donc, concernant donc, le transfert de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis pour que ces GAFA puissent collecter sur nous-mêmes des renseignements et les transférer aux États-Unis. Il faut que, c'est l'exigence du droit européen, que ces pays tiers garantissent à l'Europe que la protection des données personnelles sera d'un niveau équivalent à ce qui est assuré dans le cadre de l'Europe elle-même. Donc voilà une contribution juridique au-delà. Vous évoquiez tout à l'heure des négociations diplomatiques, des interventions d'ordre politique, dans les relations que l'Europe a avec des pays étrangers pour le commerce international. Ça peut contribuer aussi au renforcement de ces droits et pas forcément sous la notion de liberté. Nous avons à l'échelle européenne défendu dans les conventions internationales, mais du fait des structures européennes, cette notion d'exception culturelle ou de diversité culturelle qui permet à l'Europe, dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis ou l'Asie, de mettre en œuvre des mécanismes de subvention à la production cinématographique audiovisuelle européenne, d'imposer des quotas. Un des éléments de la directive services de médias audiovisuels, un des aspects, c'est aussi cette possibilité pour les États de protéger leur production, leur création. Donc, il y a ces mécanismes juridiques et qui sont dans les échanges, dans les négociations Europe et autres continents, ou dans les décisions rendues par la Cour de justice elle-même, ces mécanismes qui peuvent contribuer à faire connaître à l'extérieur et au-delà du faire connaître, imposer dans nos négociations commerciales un certain nombre d'exigences qui sont celles de l'Europe. Donc cela peut contribuer aussi. Le débat qui, depuis des dizaines d'années, était relatif à l'entrée, il n'est plus à l'ordre du jour ce débat, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est parce que ce pays ne s'est pas mis en conformité avec nos exigences que ce pays n'est pas entré. Alors après, des points de vue différents, certains considèrent qu'il vaudrait mieux les faire entrer pour les amener à se mettre en conformité, et d'autres considèrent qu'ils ne sont pas, le terme niveau n'est pas le bon niveau, n'est pas le bon terme, mais d'un niveau suffisant pour y être admis. Ça fait partie du débat démocratique. Peut-être ne sont-ils pas prêts à se plier aux exigences démocratiques et de liberté de la presse? Oui. C'est encore une autre question. Merci beaucoup, monsieur. C'est déjà fini. Et ça passe très vite, ouais. Pardon de n'avoir pas dit grand-chose de bien pertinent ou de... Vous nous avez beaucoup éclairé sur l'existence du droit, comment celui-ci s'appliquait concrètement sur les États. Évidemment. C'était assez clair. Merci si vous le pensez ainsi, je ne suis pas sûr, mais si j'ai pu sensibiliser ou faire prendre conscience d'un tout petit aspect, grâce à votre contribution, cela aurait été utile. Merci en tout cas de m'avoir accueilli dans vos journées d'échange. Je ne sais pas si vous voulez conclure avec des derniers mots, résumer en quelques mots. Oui, je peux être optimiste tout en étant réaliste sur la contribution du droit européen
à la confortation de la notion même de droit et la conformation des droits et des libertés, tout en gardant un esprit critique sur les conditions d'élaboration des textes, sur la complexité des textes, sur les préjugés peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme aurait à l'égard de la liberté d'expression, alors que je reste sans doute français, tout en étant européen de conviction, je reste français et je considère que la recherche de conciliation ou d'équilibre entre des droits et libertés est tout à fait essentielle. Lorsqu'on est soi-même mis en cause, on est plus soucieux de la protection de ses propres droits que de la liberté dans sa globalité. Mais il faut rester optimiste et agir pour que ce droit européen vive et contribue à l'élaboration et à la confortation de ces libertés fondamentales par la règle de droit. Le droit n'est pas une atteinte aux droits et libertés, le droit est une condition et une garantie de la liberté. Merci à vous, bonne continuation, bonne journée et bonne marche vers l'Europe. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Merci. J'espère que cette conférence vous a plu. En tout cas, ne loupez pas la prochaine séquence à 14 h, dont le thème sera comment rendre l'Europe sexy pour la faire vivre au quotidien. Elle accueillera Catherine André, journaliste chez Vox Europe, ainsi que Fabien Cazenave de chez Ouest France. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci.